Alors, les contrats agiles ce soir. Alors, je ne vais pas revenir sur le mot contrat. On a des gens très bien qui vont le faire beaucoup mieux que moi. Par contre, je vais focaliser d'abord sur le mot agile. Qui n'a jamais entendu parler d'agile? Ouais. Qui a déjà travaillé en environnement agile? Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire que l'agile, beaucoup en parlent. C'est un peu comme les McCain. Hein. Beaucoup en parlent, peu en font. Donc on va commencer par un rapide descriptif de pourquoi on parle de contrat agile. Alors pourquoi on parle de contrat agile? Parce qu'on parle de projet agile. Alors c'est quoi un projet agile? J'ai fait une recherche sur Internet pour ce soir et je vous ai sorti quelques infographies qu'on retrouve régulièrement. La première, c'est quoi? Alors c'est la méthode Scrum, qui est en général confondue avec de l'agile, c'est-à-dire que le Scrum est une sorte d'agile, d'accord, avec la notion de sprint, de backlog, où on avance par étapes des fonctionnalités, et puis derrière, à la fin, on livre un produit qui est de la somme de toutes les fonctionnalités livrées en cours de route. Et on l'oppose régulièrement à ce qu'on appelle le cycle en V ou le waterfall en anglais, qui est de dire on part d'une spec bien définie dès le départ, et puis on avance dans le projet, et à la fin, on livre quelque chose qui ne correspond pas aux besoins du client. Alors que l'objectif de l'agile, c'est d'intégrer le client le plus tôt possible pour livrer au fur et à mesure des éléments que le client va pouvoir valider et modifier le reste de son besoin. Donc c'est ce qu'on trouve. J'ai trouvé également une autre infographie que j'ai trouvée assez intéressante, qui compare bien le waterfall, où on va étape par étape. D'accord. Comparé à l'agile, où on avance par sprint. Alors revenons sur Terre. Globalement, on a quelque chose comme ça. D'accord. Pourquoi? Revenons au basique. C'est quoi l'agile? L'agile, c'est le manifeste agile. Le manifeste agile, c'est quoi? C'est 12 points qui ont été définis. D'accord. Donc, je vous les ai mis en trame pour dire qu'ils étaient dans la presse, mais je vous ai fait ressortir des éléments importants. Premier élément important, le mot software. La méthode agile est à l'origine dédiée aux environnements de développement de software. D'accord. C'est l'origine de l'agile. On a quoi comme mot qui ressort? Satisfaire le client. Plutôt sympa. Travailler ensemble au jour le jour. D'accord. Privilégier le face-à-face, les contacts humains. Et on a également la simplicité. Donc ça, c'est le retour aux sources du manifeste agile. Donc quand on parle agile, déjà, ce n'est pas forcément que Scrum. Ce n'est pas la notion de sprint, de backlog. Ce n'est pas une opposition aux autres méthodes. Alors évidemment, vous direz, ouais, mais Jean-Charles, il est certifié PMP, donc forcément, il n'aime pas le Scrum, il n'aime pas l'agile. Ouais, mais non. D'accord. Le PMP, c'est une chose. Moi, c'est un truc que j'ai utilisé, que j'utilise aujourd'hui pour convaincre mes clients qui sont industriels que je parle le même langage qu'eux en gestion de projet. Mais j'ai pratiqué 12 ans la gestion de projet avant cela. En tant que responsable projet et responsable de département projet, je n'ai pas attendu les certifications pour piloter des projets et créer de la marge pour mes entreprises. Néanmoins, on retrouve ces sources-là. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on met les gens au cœur du projet. Jusqu'à preuve du contraire, les projets, c'est fait par des gens. D'accord. Donc on a des gens qui travaillent en face à face, qui travaillent de concert. C'est pas j'envoie des mails et puis derrière je laisse pourrir. Tous les jours. On a un besoin d'une solution simple. Ça vous est déjà arrivé d'être en réunion avec... alors moi, ça m'est beaucoup arrivé avec les experts techniques qui développent une nouvelle solution, qui recréent tout ce qui a été dessiné. Et puis quand vous leur posez la question, mais on en a besoin du truc que tu es en train de faire là pour le projet? Ah bah en fait non. Bon, on va passer à autre chose, on va faire simple, on va répondre aux besoins du client. D'accord? C'est-à-dire que l'objectif, c'est de répondre aux besoins du client. Tout ça pour vous dire que on parle d'agile ou d'agile? Un A majuscule ou un A minuscule?
je ne suis pas un spécialiste ni vraiment un aficionados des terminologies. Moi, je préfère parler de flexibilité. D'accord ? La flexibilité dans les projets, la flexibilité dans la relation avec le client, la flexibilité dans la relation avec ses fournisseurs, l'accueil des avenants, des modifications. On dit souvent, oui, la méthode agile, c'est bien parce qu'on peut travailler sans spec, ça va être super, vous allez voir, change is welcome, le client il peut dire ce qu'il veut, on accueille, on fait les modifs, etc. J'en vois quelques-uns, les rares qui ont levé la main pour dire qu'ils avaient travaillé dans des environnements agiles. C'est pas du tout ça. C'est ce qu'on entend tous les jours. Encore ce matin, je regardais une vidéo postée sur LinkedIn pour illustrer les méthodes agiles. On voyait dans un stand de Formule 1 un changement de pneu en moins de 2 secondes. C'est pas de l'agile, ça. D'accord ? Donc revenons sur Terre. On parle beaucoup d'agile, peu en fond, et les basiques sont extrêmement intéressants. Encore une fois, c'est l'humain, c'est la flexibilité. Le client, on s'est mis d'accord sur quelque chose, et après, le client, il décide de faire autre chose. On va accompagner son client dans ses modifications. Et c'est pour ça qu'on a besoin de contrats différents. Parce que comment on travaillait avant, on travaillait de façon un peu plus rigide ou plus flexible. Ça dépend comment on voit les choses. Néanmoins, ce mode de fonctionnement, il a amené à quoi ? Il amène à produire des livrables fréquemment. Pourquoi ? Globalement, c'est montrer ça à son client en lui disant « Monsieur le client, voilà ce que j'ai commencé à faire, qu'est-ce que tu en penses ?» D'accord ? Dans le monde des startups, c'est ce qu'on appelle le MVP, Minimum Viable Product. On commence par sortir quelque chose pour valider son idée, que ça marche bien. Je grossis le trait, s'il y a des spécialistes du Lean Startup, je grossis le trait. Mais c'est à peu près ça. Dans certains milieux, on appelle ça le POC, le Proof of Concept. D'accord ? Moi, à une époque, j'appelais ça un proto pour le client. Un truc qu'on fait au fond du garage avec un usineur qui sait usiner à la couleur du métal et à l'odeur. Il y en a encore, très peu, mais ça existe encore. D'accord ? Donc, on vérifie régulièrement que ce qu'on est en train de faire correspond aux besoins et aux attentes du client, sachant que le client va se forger ses besoins et son attente en marchant avec nous. D'accord ? Globalement, vous allez rarement chez un cuisiniste en lui disant « je sais exactement ce que je veux. Je connais la couleur, les types de meubles. » D'accord ? On attend du cuisiniste qui nous aide un peu. Quand on prend un architecte pour faire des travaux chez soi ou construire une maison, c'est pareil. On attend qu'il nous accompagne un peu et on va avancer avec cette personne. Le principe des méthodes agiles, c'est ça. On va avancer client-fournisseur ensemble. Donc produire des livrables fréquemment, par opposition à une méthode qui livrerait le produit à la fin. D'accord ? Les méthodes agiles, elles disent rechercher la simplicité. Par opposition à quoi ? Globalement à la surqualité et se faire plaisir. J'ai noté se faire plaisir. Encore une fois, moi je suis issu d'un monde technique, je suis ingénieur de formation. J'ai vu beaucoup de gens, moi y compris, qui se faisaient plaisir sur les projets. Ouais, on va développer ça, tu vois, ça va être top. Donc quand j'étais chef de projet, ce que je répondais, c'était d'accord, mais pas sur mon projet. Revenons au basique. C'est quoi le besoin du client ? On écoute le client. On accueille les changements, par opposition à être inflexible. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, encore une fois, on fait un projet pour répondre à un besoin du client. Donc si le client il change d'avis, pourquoi on ne changerait pas d'avis avec lui ? Alors je ne dis pas que c'est facile, que c'est at no cost, que ça ne va pas avoir d'impact sur le reste du projet. Mais justement, c'est là que les contrats agiles doivent intervenir pour permettre ces modifications et pour les anticiper. D'accord ? On a vu aussi dans la diapo précédente, travailler avec le client versus pour le client. Les contrats, le manifeste agile, en tout cas dans la logique initiale, dans les principes de base, favorise une co-construction, un co-développement, un travail conjoint entre le client et le fournisseur. Vous savez, c'est ce que certaines entreprises appellent les plateaux projets. Il y a même le client qui est là, il y a les fournisseurs qui sont là, il y a des secteurs d'activité et des entreprises qui organisent des plateaux projets où ils font venir leurs fournisseurs. On est dans cette logique-là. J'en connais pas un seul qui est en train de m'expliquer qu'il travaille en mode agile et pourtant il respecte les principes de base de l'agile. On a quoi d'autre ?
Satisfaire le client par opposition à respecter la spec. Ah ouais, mais c'est pas écrit dans la spec. Alors, il y a eu ça pendant des années. Hein. Moi, j'ai observé ça en tant qu'opérationnel et dans mes activités de conseil, à tel point qu'aujourd'hui, vous avez des donneurs d'ordre. J'ai vu ça dans un contrat, il y avait 917 annexes qui reprenaient globalement toutes les normes et réglementations existantes, possibles, inimaginables, pour être sûr que le fournisseur respecte tout et que si on lui disait un truc, on puisse rajouter « Ouais, mais tu vois, c'est dans le document numéro 473 que tu n'as pas lu ». Autant vous dire que les clients non plus ne lisent pas ce genre de contrat. Quand il y a 917 annexes, documents annexés qui sont des normes et des références, on commence à devenir un peu touffu hein, d'un point de vue documentaire et à passer plus de temps déjà à récolter l'intégralité des documents qu'à les lire et à exécuter le projet. Donc on est vraiment satisfaire le client versus respecter la spec. Encore une fois, implication contractuelle. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut prévoir dans l'accord initial, et c'est l'intention des parties, c'est bien ça l'intention des parties, il faut prévoir dans l'accord initial qu'on puisse faire évoluer les choses. On a privilégié les contacts humains par opposition à un monde où on serait sans relationnel. Privilégier un contact humain, ça veut dire quoi? Ouais, genre le collègue de l'étage du dessus, on lui envoie pas un mail, on va le voir. Alors je sais que vous allez voir vos collègues, mais parce que vous êtes bien, et vous n'imaginez pas le nombre d'entreprises dans lesquelles j'interviens aujourd'hui, où on me dit « Monsieur Savorna, on a un problème, nos chefs de projet, ils voient personne. Ils sont 200 dans la société, tous sur le même site, sur le même étage. Ils ont le bureau d'études, parce que c'est une usine, c'est flat, il n'y a pas de niveau. Les bureaux d'études, commercial, chef de projet, la prod, les méthodes, ils sont tous là, 200. Ils ne se parlent pas, ils s'envoient des mails. J'ai un cas comme ça, ils ont fait le calcul. Sur un mois de février, qui est un mois court, en enlevant la prod, ils étaient 100 personnes à avoir des comptes email. Ils avaient quelque chose comme 19 000 emails internes, échangés en interne sur le mois. À 100 personnes, faites le calcul. Donc on se parle, on se voit. Alors vous allez me dire, ouais, encore un taré de la machine à café. Bah, ça marche. Alors, au bout d'un moment, on ne prend pas un café, on prend un verre d'eau, mais globalement, ça marche pas mal. Donc, privilégier les contacts humains. D'accord ? Et alors, quelle implication sur les contrats? Évidemment, il y a une implication très forte. Hein. Globalement, le changement de paradigme, c'est pas Waterfall versus Scrum. Le changement de paradigme, c'est le client sait ce qu'il veut versus le client ne sait pas vraiment et on va l'accompagner dans la création de l'idée qu'il veut du projet. D'accord ? C'est également le client achète un produit versus le client attend un bénéfice. Il y a 50 ans, quand EDF développait, ou 70 ans, développait les centrales nucléaires, alors ils achetaient de l'ingénierie, ils achetaient du produit après à leurs fournisseurs. D'accord ? C'était pas les seuls. Je dis pas qu'ils travaillent mal. À l'époque, on travaillait comme ça. Aujourd'hui, tout ça a changé. On est plus dans une logique achat de performance. Et on va regarder les bénéfices clients. Sauf que les clients aujourd'hui, ils demandent à leurs fournisseurs de regarder les bénéfices clients aussi. D'accord ? On est dans une logique aussi. Le fournisseur fait. Par opposition, le client est impliqué dans le processus. La logique de l'agilité et de la flexibilité, encore une fois, c'est ça, c'est d'impliquer le client le plus tôt possible. Et alors, dans l'informatique, pour ceux qui travaillent dans l'informatique, on va même plus loin. C'est-à-dire qu'après avoir dit on va impliquer le client, on va se dire on va impliquer les utilisateurs et les opérateurs des systèmes. Et on appelle ça DevOps. Ça vous parle, DevOps? Ouais? Bon, bah, c'est du bon sens. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on fait dans les autres secteurs d'activité, hein, où on parle avec ses fournisseurs, ses clients et tout ça. Je suis un peu cynique, mais... J'ai sous-traité versus je me fais accompagner. Pour le client aussi, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'il n'est plus dans une logique « Ah bah j'avais un budget, on m'a filé une enveloppe de 200 millions. Ouais, moi j'ai une grosse enveloppe.
Eh ben, tu sais quoi, j'ai tout dépensé auprès d'un fournisseur, c'est bon, maintenant je gère, on se revoit dans 2 ans. Non, on n'est plus dans cette logique-là. C'est-à-dire que le client aussi doit s'impliquer dans le développement du projet. D'accord ? Il n'y a pas de passation de patate chaude. C'est plus possible dans cette logique-là. Encore une fois, on n'est pas obligé de rentrer dans cette logique-là. Mais c'est une logique qui se développe, qui tend à se développer de plus en plus. Pourquoi ? Encore une fois, pour gagner en flexibilité. Alors évidemment, pour gagner en agilité avec un petit A, pour gagner en flexibilité. Et ce n'était pas comme ça qu'on travaillait il y a 20, 30, 40 ou 50 ans. Et du coup, il y a une évolution de tout le contexte qui doit se faire, et notamment des éléments contractuels. Donc on l'a vu, l'agile pour l'informatique, on a touché 2 mots de DevOps. Quid des autres secteurs ? Je vous ai mis quoi là ? Un chantier ? Dans la construction, comment ils font de l'agile ? Il y a des gens qui sont dans la construction ici, dans le BTP ? Ouais, non ? Comment on fait de l'agile dans le BTP ? Est-ce qu'on peut faire du Scrum ? Genre, je te livre la cuisine, tu vides dedans un peu, et puis après je te livre la chambre. Bah, c'est 2 fonctionnalités différentes. Hein. Est-ce que ça marche ? Enfin, moi je me mets à la place du client, moyen. Hein. On vous livre le restaurant inter-entreprise et après vous avez le bureau 2 mois après quand vous avez bien testé le restaurant inter-entreprise. Non, alors, néanmoins les principes de base, encore une fois, le relationnel, la co-construction existent. Dans le BTP, ça s'appelle le BIM. Bâtiment je vais y arriver. Building Information Modeling, bâtiment et information modélisée. D'accord ? C'est quoi ? C'est comment on travaille tous ensemble. Vous avez entendu parler du BIM ? Non, bah non, parce qu'il n'y a personne du bâtiment. Mais ceux qui sont dans les produits. Alors, je vous ai mis un bateau et un avion. Ceux qui sont dans les produits, le Product Lifecycle Management, ça vous parle ? Bah, globalement, c'est ça. Hein, c'est-à-dire qu'on va se poser la question, comment les gens, après, ils vont utiliser l'appareil ? Comment Air France Industrie va faire la maintenance de mes Airbus ? Comment les pilotes vont le piloter ? D'accord ? Quelles sont les préférences des pilotes sur les produits ? Je vous donne un exemple. Les masques à oxygène dans les avions. Eh ben, il y a une marque qui est leader, qui est une marque française, qui est leader mondial des masques à oxygène pour les pilotes, parce que c'est les pilotes qui demandent à avoir cette marque de masque parce qu'ils sont plus confortables. Donc quand on travaille avec les utilisateurs, avec ses propres clients, et aussi qu'on implique ses fournisseurs dans ces logiques-là, on arrive à faire de l'agilité, à faire de la flexibilité et à développer le business. D'accord ? Le naval, pareil. Vous avez déjà vu un chantier naval ? Vous avez déjà travaillé dans la partie ingénierie du chantier naval ? Ils ont une maquette numérique qui ressemble à ce que veut faire le bâtiment. Donc la fameuse maquette numérique dans le BIM du bâtiment. Et donc ils construisent le bâtiment dans l'outil informatique avant de le construire en vrai dans le chantier naval. Ça apporte quoi, ça ? C'est pas de la simple 3D, ce serait trop simple. Ça apporte quoi ? Ça apporte finalement que les interférences entre les différents éléments vont pouvoir ressortir et être modifiées. Du genre, on avait prévu de passer des câbles et puis finalement c'est la clim qui passe là. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on est sur le chantier, on doit arbitrer. Là, on le voit directement dans la maquette numérique. D'accord ? Ça permet quoi d'autre ? Ça permet aussi aux utilisateurs de se balader simplement. Alors maintenant, en plus, il y a des outils de réalité virtuelle, de déambuler dans le bateau et de voir comment l'opération du bateau et la maintenance de certaines pièces peut se faire. Ça se fait depuis des années dans l'automobile. D'accord ? Tout ça pour dire quoi ? Que les contrats agiles, c'est important. Moi, j'aurais tendance à les appeler les contrats flexibles. S'il y avait eu en titre de la conférence la flexibilité dans les contrats, vous seriez venu ? Ouais. Ouais, c'est un peu moins vendeur que les contrats agiles quand même. C'est un peu moins à la mode. On aurait pu vous mettre transparence des contrats agiles. Un changement de paradigme. Tout ça pour vous dire que les contrats doivent s'adapter à cet environnement qui a changé, qui est toujours en train de changer, qui évolue, parce que les outils sont là.
les outils pour mieux communiquer, pour mieux échanger. Quand on fait un avion, quand on fait un bateau, ou là un poste électrique, et qu'on a un bureau d'études qui est éclaté entre la France, où déjà on a 3 villes qui sont jour de grève inaccessibles, la Corée, la Chine, le Brésil et les États-Unis, sans compter les multiples fournisseurs en Suède, Afrique du Sud, Maroc et je ne sais où, c'est quand même bien pratique d'avoir ces outils informatiques qui permettent de faciliter l'échange, qui ne remplacent pas le face-à-face, mais qui permettent de gagner en flexibilité. Quand j'ai commencé à bosser, il y a un ancien qui m'a dit « Jean-Charles, t'as pas connu le courrier ?» Manuscrit, hein, j'entends. Hein. Et il me dit après, on avait le telex, grosse innovation, on avait le fax, et maintenant on a les emails. Ça doit rester des outils qui nous permettent de gagner en agilité, au sens à minuscule flexibilité. Néanmoins, comme ce monde évolue, les contrats aussi doivent évoluer. Je laisse la main à Grégory. Merci Jean-Charles. Merci Patrick. Alors au sein de l'École européenne de contract management et du cabinet de CM Consulting, on a beaucoup travaillé sur l'agilité évidemment. C'est un de nos sujets phares en matière de contract management et on ne peut pas passer à côté. Non seulement parce qu'il y a de plus en plus de projets qui se veulent agiles, mais également parce que s'il y a des projets qui se veulent agiles, il faut y mettre le bon cadre contractuel. Et puis, on avait quand même à la base une définition qui portait le mot relationnel, puisque le contract management, c'est à la fois la sécurisation des cycles contractuels complexes, mais également leur optimisation. On ne se contente pas de sécuriser, on cherche aussi à les améliorer. Et dans cette optimisation, il y a l'optimisation financière, évidemment, ça, on va tous s'accorder sur le sujet, mais il y a aussi l'optimisation relationnelle. Et pour nous, c'est absolument incontournable. On passe notre temps à le répéter. Il y a un savoir-faire nécessaire, mais il y a aussi un savoir-être. Et du coup, quand on a traité le contrat agile, on l'a toujours regardé sous l'angle du relationnel. C'est pour ça qu'on hésite parfois. Est-ce qu'il faut parler de contrat agile petit a ? Effectivement, le grand A n'a pas un grand intérêt, ni ici ni ailleurs, finalement, ce n'est qu'une méthodologie parmi d'autres. Et derrière le mot agilité, il y a le relationnel. Je ne vais pas paraphraser Jean-Charles, on est exactement du même avis sur le sujet. Les projets sont d'abord faits de femmes, d'hommes, avant d'être faits de processus, d'outils, de méthodologie. Et on a tendance à l'oublier un peu trop facilement. Et donc, il va falloir mettre en place les contrats, ça on en a un petit peu parlé, qui répondent précisément à ces exigences de projet agile. Et puis si un contrat agile respecte en plus les grands principes relationnels, c'est encore mieux. On n'arrivera jamais à faire de l'agilité, à être flexible sur un projet, si le savoir-être idoine n'est pas développé. On part du principe qu'on peut tout régler par des méthodes, des processus et des outils. Alors, je suis le premier à dire que c'est absolument indispensable et qu'il faut se structurer et qu'on doit avoir une logique systématique dans notre pilotage des contrats complexes, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas les méthodes agiles, grand A ou petit a, qui vont régler la problématique. Il faut gérer le relationnel correctement. Il va falloir que le savoir-être se développe et que ce soit d'abord une matière humaine avant d'être une matière de pure méthodologie. Tant qu'on n'aura pas cet aspect-là, on pourra créer les meilleurs contrats, ceux qui répondent apparemment le mieux aux grandes règles de l'agilité, ça ne fonctionnera pas davantage. Et on est en ce moment dans cette situation. Quel que soit le secteur, et principalement dans le secteur des nouvelles technologies, puisque c'est quand même beaucoup sur ce secteur-là que l'agilité se développe, on constate que dans une grande majorité des cas, on a cette envie de faire du projet agile, et donc on essaye d'y mettre le cadre juridique autour, on va appeler ça un contrat agile, et finalement sur le terrain, après 3 mois, on revient immédiatement au cycle en V, waterfall, très bien décrit par Jean-Charles, parce qu'en fait, on ne sait pas faire au niveau relationnel, et que l'outil ne remplacera jamais le savoir-faire relationnel. C'est ça la situation aujourd'hui. On est encore dans une logique contractuelle beaucoup trop transactionnelle. La transaction, c'est le code de commerce. À l'époque où on était sur des contrats qui n'étaient pas complexes, relativement simples, l'achat d'un bien, le paiement du bien en question, on se tape dans la main et la transaction est réalisée. Mais c'est fini tout ça. On est dans un monde complexe, on travaille sur des projets complexes et donc on a créé des contrats complexes. Et au cœur de cette complexité, l'élément le plus complexe de tous, c'est l'humain. Et ce facteur humain, il faut savoir le gérer. Or, on continue à créer des contrats dans une pure logique transactionnelle alors qu'on doit d'abord gérer la problématique humaine. Les contrats aujourd'hui, c'est d'abord un corpus de règles qui sont vraiment destinés à protéger les parties. Tous ceux qui travaillent sur du contrat au quotidien l'ont constaté, le contrat, il n'est pas là pour le projet finalement. Il est là pour protéger les parties, pour que chaque camp arrive à se protéger correctement. Alors il en faut
c'est la logique de sécurisation, mais on oublie totalement l'optimisation, et elle est essentielle. Et tant qu'on se focalisera uniquement sur la sécurisation, on aura du mal à créer un partenariat. Or, ce partenariat, avant d'être un projet, il démarre par un contrat. L'approche du différent, parce que de temps en temps, évidemment, c'est pas non plus cueillir les petits oiseaux, on va vers du précontentieux et du contentieux. Le souci, c'est que, et alors principalement en France, on est le mauvais élève européen, on gère nos différends, nos contentieux, par l'adversité, plutôt qu'être dans une logique d'altérité. Donc on va confier notre problématique, notre dossier, notre liberté à un tiers qui soit juge ou arbitre, et il tranche. Et trancher nécessairement, c'est gérer une inégalité, une insatisfaction. C'est rarement du gagnant-gagnant jamais, du gagnant-perdant pas forcément, du perdant-perdant quasiment tout le temps. Donc l'adversité, elle est extrêmement présente. Et là encore, elle est un frein à l'agilité et elle est malheureusement générée par une certaine catégorie de contrats et une certaine catégorie de clauses contractuelles qui ne sont pas du tout agiles par définition. Extrême rigidité de nos contrats. Ils sont gravés dans le marbre. Alors quand je dis gravé dans le marbre, ça ne veut pas dire qu'on les laisse sur la table, mais on aimerait surtout ne jamais avoir à les changer. Or, au cœur de la complexité, il y a un besoin de flexibilité. Et le besoin de flexibilité, on y répond par une très bonne gestion des changements, par exemple. On y reviendra dans un instant. Mais certainement pas par l'étape de la loi. Mais on est encore dans cette logique. On a négocié pendant 6 mois un contrat, 1 an parfois. Ça a été long, douloureux. Ça a pu parfois créer une dégradation de la qualité relationnelle. Et donc, surtout, il faut s'interdire de toucher au contrat parce que ça rappelle des mauvais souvenirs. Mais non. Dès le lendemain de la signature, un contrat il est susceptible d'évoluer et il faut être prêt à le faire évoluer. Il faut lâcher prise avec cette idée qu'un contrat est complet. Et un contrat agile, par définition, est un contrat pour lequel on acceptera cette incomplétude. Décorréler du monde opérationnel, c'est une évidence. Il y a très peu d'adhérence en fait, entre les cycles contractuels et les cycles projets, au point qu'on pourrait se demander pourquoi on fait des contrats. Parfois, on fait des contrats pour le contrat. Mais non, on fait des contrats pour le projet. Il n'y a pas de contrat sans projet. À la base, il y a un besoin qu'on imagine se transformer à travers un projet. Et le contrat, ce n'est que l'outil. C'est que cette matière première qui vient entourer de la substance juridique un besoin opérationnel. On constate aussi que dans notre vision contractuelle aujourd'hui, la règle du jeu a tendance à primer sur le jeu lui-même. Bon, c'est la conséquence directe de ce que je viens de vous dire, ce qui est une aberration totale. Quand vous avez envie de faire une partie de Trivial Pursuit ou de Monopoly, le but, c'est de jouer. Mettez des enfants autour du plateau, ce qu'ils détestent, c'est prendre le temps de lire les règles du jeu. Et si on peut leur expliquer en 5 minutes, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Non, le contrat prend une présence écrasante, au point que parfois on en oublie le projet. En tout cas, on l'oublie clairement dans la rédaction purement contractuelle. Et puis une volonté de tout prévoir. Et au vu de tout ce que vous avez dit, Jean-Charles, ça n'a absolument aucun sens. On vise à prévoir l'imprévisible. Et donc, on est complètement en dehors de la logique de ce qu'est une gestion de projet, ce qu'est une stratégie des risques. Et c'est grave, parce qu'encore une fois, on décorrèle totalement la logique contractuelle de la logique projet. Et donc, on ne sait pas répondre à un projet agile par un contrat de cette espèce-là. Donc, comment, demain, on peut aller vers davantage d'agilité ? C'est grosso modo l'inverse de tout ce que je viens de vous dire. Donc, je vais aller rapidement. Il faut quitter la logique transactionnelle et aller vers une logique beaucoup plus relationnelle. Il faut un corpus de règles qui soit destiné à protéger l'objet du contrat, le projet, avant de protéger les parties. Il y a des études assez récentes d'IACCM qui sont des sondages assez bien faits, généralement auprès de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc on a des retours assez conséquents. Et tous les 2 ans, ils posent la question suivante. Quelles sont les clauses que vous négociez le plus fréquemment ? Et aux mêmes personnes, ils demandent quelles sont les clauses que vous aimeriez négocier ou que vous trouvez les plus importantes. Dans la colonne de gauche, donc, c'est les clauses qui sont le plus souvent négociées. Parmi les 3 premières, on a des clauses purement juridiques, du style limitation de responsabilité, indemnification, propriété intellectuelle, etc. Il n'y a rien d'agile là-dedans. Et puis dans les clauses qu'on aimerait négocier, celles qu'on considère être importantes, on va retrouver le périmètre, les procédures de recette, de livraison. Mais oui. Encore une fois, la grande différence entre le contrat fait pour le contrat et le contrat fait pour le projet. Et on a du mal. On a beaucoup de mal. On va passer beaucoup plus de temps sur 6 mois de négociation à travailler la limitation de responsabilité qu'à peaufiner le périmètre et s'assurer qu'on aura une bonne clause de réception et de livraison. Dommage. Une approche de différent avec une vision beaucoup plus collaborative, il serait temps. Là, je vise des processus tels que la médiation, la facilitation, la conciliation. Je vous disais, on est très mauvais élèves en France. Nos voisins européens font beaucoup mieux que nous sur le sujet. Mais nous, on l'aime, notre différent, on l'aime, notre contentieux, on aime nos juges et nos arbitres. C'est dommage, ça fait perdre du temps, beaucoup d'argent, et c'est anti-relationnel. Quand on ne peut pas gérer un projet agile qui se veut donc flexible et qui va varier
peut-être toutes les 3, 4, 6 semaines avec une évolution de la vision, on va parler de la vision dans un instant, dans une logique d'adversité. Ça n'a pas de sens. Flexibilité et adaptabilité sont les maîtres mots, on l'aura compris. Le contrat, c'est l'outil du projet, donc, et pas l'inverse. C'est vraiment le contrat qui doit servir le projet. On va se focaliser sur le jeu, et le jeu lui-même va peut-être influencer la mise à jour des règles, et c'est très bien comme ça. D'accord ? Encore une fois, c'est au contrat de servir le projet, donc on doit lui donner l'agilité nécessaire. Et puis, comme je le disais, on ne peut pas prévoir l'imprévisible, donc il va falloir mettre en place une structure légère qu'on va pouvoir faire évoluer à fréquence régulière. Alors, ça se traduit comment ? Parce qu'une fois qu'on a fait ce constat, il faut commencer à identifier les grandes règles, la grande structure, le squelette de ce que pourrait être un contrat agile. Et finalement, c'est assez récent. Alors, on verra tout à l'heure en troisième partie qu'on peut quand même maintenant travailler sur des clauses qui répondent aux besoins exprimés par Jean-Charles. On n'en voit pas assez, très clairement. Ce sont des clauses qui, lorsqu'elles ont l'esprit de l'agilité, pour autant ne sont pas particulièrement bien rédigées. Et donc, à minima, avant de se lancer dans cette revue un peu plus technique et juridique, regardons ce sur quoi nous on a travaillé. On a beaucoup travaillé avec différents clients sur les contrats agiles et les contrats relationnels. On nous demande en mission de fabriquer, de créer des contrats agiles en partant de rien qui vont répondre aux besoins opérationnels et aux besoins relationnels. Et on a identifié 9 incontournables. C'est des choses qu'on commence à retrouver systématiquement, sur lesquelles il faut travailler et qu'on va ensuite traduire en clauses juridiques. Alors, on n'a pas suffisamment de temps ce soir pour aller dans le détail, même si on va en voir quelques-unes dans la troisième partie. Mais très rapidement, et puis on va partager le cycle avec Jean-Charles, mais d'abord, les 9 incontournables se répondent, il y a une véritable logique, et c'est cette logique qui va pouvoir permettre de créer ce squelette. La première évidence, c'est la maîtrise du risque relationnel. J'ai beaucoup parlé de relationnel, donc il faut mettre l'accent dessus, mais il faut mettre aussi l'accent sous l'angle du risque. D'accord ? Le risque est au cœur de nos projets, c'est au cœur de nos projets, de nos contrats, et on a tendance à en parler beaucoup, mais pas à le traiter correctement. Maîtriser le risque relationnel, ça veut dire quoi ? C'est peut-être, par exemple, plutôt que s'intéresser uniquement à des indicateurs de performance financiers, contractuels, opérationnels, venir y ajouter également des KPI propres à la problématique relationnelle. On peut avoir des indicateurs de performance en comité de pilotage, en comité de projet, tout au long de la durée de projet, tout au long du cycle contractuel, qui vont permettre de mesurer où en est la relation, quelle tendance elle prend et quelles corrections on peut envisager. Tant qu'on ne le fera pas, on ne sera pas en mesure de savoir précisément si on est plutôt vers l'adversité ou si on va plutôt vers une logique d'altérité. La maîtrise du risque relationnel, c'est aussi, et on le recommande systématiquement, et maintenant on le met dans tous ces contrats agiles, une clause qui prévoit spécifiquement la nomination d'un médiateur ou d'un facilitateur, on l'appellera comme on veut, qui pourra intervenir sur le projet chaque fois qu'il y aura une détérioration de la qualité relationnelle. Alors cette présence sur le projet, elle se fait sur la base de critères objectifs. Donc, quand un critère est atteint, alors le médiateur ou le facilitateur intervient. Et évidemment, le médiateur en question, il est complètement tiers aux parties concernées. Et si on veut que ça fonctionne, il est nommé en amont, avant la signature du contrat. Donc on sait précisément qui il a été choisi par les parties, on lui fait confiance. Plus il va intervenir, plus il va maîtriser le cycle contractuel considéré et son projet. Et meilleur il sera dans sa capacité à dépolluer la problématique émotionnelle. Parce que le médiateur, il n'est pas là pour les aspects techniques ou juridiques, il est là pour la problématique émotionnelle, vraiment pour la qualité relationnelle. La couche technique et juridique, et on le recommande aussi, elle peut être gérée par un autre tiers. Pareil, qu'on aura identifié en amont, qui aura été choisi d'un commun accord par les deux parties, et qui va s'intéresser à ce qui dérive au niveau opérationnel ou ce qui n'est pas compris en termes d'interprétation au niveau juridique. Et ce tiers, pareil, on va pouvoir faire appel à lui sur la base de critères objectifs chaque fois que ce sera nécessaire, plutôt que de laisser la situation pourrir et nous emmener tranquillement vers du claim, du précontentieux ou du contentieux. D'accord ? Donc des mécanismes qui se traduisent très facilement en clause et qui nous permettent de se sentir un peu moins seul lorsque l'agilité devient un peu rugueuse et qu'on a tendance à vouloir repartir vers du waterfall parce qu'on sait bien faire, ou parce que les émotions sont présentes et que nécessairement on n'a plus cette capacité à développer la même qualité relationnelle. L'élaboration d'une vision. Alors vision grand V, c'est un terme d'agiliste, ça. L'idée, c'est de remplacer un peu la logique d'Hécati du cahier des charges extrêmement détaillé qui cherche à tout prévoir et partir du principe qu'en fait, comme le disait Jean-Charles, le client, il a un besoin et ce besoin, aujourd'hui, au cœur de la complexité, il est parfois difficile de l'exprimer très précisément. Donc on remplace progressivement le cahier des charges par une vision.
On a une grande vision, une grande idée de ce qu'on veut atteindre. On a un objectif en termes de voyage, mais on ne sait pas exactement quelles vont être les étapes du voyage. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave aussi longtemps qu'on a ces méthodes agiles et qu'on a ce contrat agile qui les accompagne. Donc on va travailler sur cette vision qui va se construire progressivement. Et pour que la vision puisse se construire et qu'elle fonctionne, il va falloir évidemment y mettre le cadre financier approprié et le cadre financier vertueux. Et ça, ce n'est pas simple. Et c'est une des principales boîtes parmi les 9 qui pêche aujourd'hui. Parce que ça demande énormément de confiance dans son partenaire et qu'il n'est pas habituel de créer une certaine dose de flou au cœur du pilotage des cycles contractuels complexes. Parce que ça veut dire quoi un cadre financier vertueux, pardon. Ça veut dire qu'il va falloir prendre des risques, côté client comme côté prestataire. Il va falloir accepter qu'il y a un flou au niveau de la vision, en tout cas de sa capacité à y aller, quelles sont les étapes pour pouvoir l'atteindre. Il y aura donc un flou au niveau financier. Il va falloir que cette logique financière, elle se cale sur la rapidité de ce qu'on appelle les sprints, par exemple, en méthode agile, Scrum, donc grand A. Il va falloir qu'on accepte parfois que certaines enveloppes sont prédéfinies sans qu'on sache exactement si elles vont être totalement utilisées ou pas. Il y a un exemple de contrat agile qui répond assez bien à un projet agile. On n'aura pas le temps de vous le présenter aujourd'hui, mais c'est un cas sur lequel on a beaucoup travaillé dans le milieu des transports. L'enveloppe financière, c'est à peu près 1 milliard d'euros. À peu près. Et c'est marqué comme ça, avec des termes un petit peu plus spécifiques. Mais c'est à peu près. C'est pas 1 milliard, c'est pas 1,1 milliard, c'est à peu près. Parce qu'on sait pertinemment que pour atteindre la vision, on a une enveloppe grosso modo, on a de la provision pour risque, mais on ne sait pas exactement définir quel va être le coût. D'accord ? Et ce n'est pas un chèque en blanc, parce qu'il y a d'autres mécanismes derrière, notamment celui dont on parlera un petit peu plus tard, la capacité de sortie. Et en troisième partie, on va revenir sur le sujet. Un contrat agile, c'est un contrat parce qu'il est flexible, dont on peut sortir finalement relativement facilement. Donc on ne fait pas un chèque en blanc sur des hypothèses financières totalement folles. On les maîtrise, et on les maîtrise à chaque fois sur du court terme, sur une vision itérative et incrémentale. C'est aussi dans la logique vertueuse, c'est d'avoir des systèmes pas seulement de malus, mais aussi de bonus. C'est aussi de mettre en place une logique de gain de productivité où à chaque fois qu'on va partir dans une autre direction que ce qui avait été imaginé, ou à chaque fois qu'on va identifier une technologie ou une nouveauté qui va nous permettre d'avoir des gains de productivité, mettre en place des logiques de partage, toujours dans cette vision d'un partenariat qui va nous permettre d'adapter au mieux la partie financière, parce que finalement, on ne la connaît pas beaucoup plus que la vision elle-même. L'anticipation du réajustement, ça va répondre directement à cette problématique de flexibilité. C'est que dans la mesure où on ne peut pas tout prévoir, il va falloir être prêt à réajuster. Et réajuster quoi ? Principalement la vision, d'accord ? Et le flou associé. Donc il va falloir accepter ce flou et savoir le contractualiser. Et ce n'est pas simple. Et c'est très difficile pour les esprits purement juridiques, à qui on a appris pendant au moins 5 ans à l'université qu'il fallait faire l'inverse. D'accord ? Mais c'est plus possible. Ça ne répond pas à la complexité. Pour comprendre la complexité, il faut l'étudier un peu, il suffit de regarder nos écosystèmes, il suffit de regarder comment fonctionne le corps humain. On se rend bien compte que la précision n'a pas tellement de sens. Et l'anticipation à long terme, pas plus. D'accord ? Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas su faire jusqu'ici que pour autant on ne peut pas faire évoluer le paradigme et trouver les bonnes clauses en cassant un petit peu notre schéma habituel juridico-juridique qui finalement ne permet pas de naviguer au cœur de cette agilité. En matière d'anticipation du réajustement, on conseille généralement de créer des comités de réajustement qui sont des comités purement opérationnels. Donc ces gens-là vont travailler sur le besoin d'évolution de la vision, mais uniquement sur le besoin. Et on va les distinguer des comités des changements qui, eux, vont être dans la négociation, la création et l'exécution du besoin en question. Quand on mélange les deux, ça pose toujours un problème. Donc il faut bien scinder l'évolution du besoin, et il y a des experts qui savent très bien le faire, de la contractualisation, de l'exécution, de la négociation elle-même, de manière à ne pas tout mélanger et savoir précisément où on va, parce que parfois les objectifs peuvent paraître un peu contradictoires, et donc ça nous freine. Et les freins, notamment temporels à l'agilité, c'est un énorme problème. Simplification du changement, bien sûr, pareil, c'est le corollaire du réajustement. Il va falloir mettre en place des processus de gestion des changements extrêmement robustes, faciles à manier, pérennes. Donc une dizaine d'étapes maximum, on évite les processus de gestion des changements en 25, 30, 35 étapes, on le fait très bien dans certains cabinets de conseil, mais au final, ça ne sert à rien. On va prévoir des procédures d'urgence
où le nombre d'étapes sera encore raccourci de manière à aller vite, d'accord, de manière à être agile, tout simplement. Okay. Autant de choses qui vont nous permettre d'être efficaces et de toujours s'adapter à ce besoin d'évolution de la vision. Je te passe le micro pour te laisser finir ce tour de cycle. On avait prévu un changement de rythme un petit peu là, pour vous réveiller, pour casser la dynamique, être agile, exactement. Avec un petit A, on reste modeste nous. Avec un petit A. Est-ce que vous suiviez? Non, c'est pas pour Grégory, je dis ça. C'est pour vous. On était où? L'approche rigoriste du claim. L'approche rigoriste du claim. C'est quoi ça? Bah, ça doit changer. C'est-à-dire qu'on doit sortir d'une logique « Ah ouais, on va aller claimer le client » pour passer à une logique bah, c'est pas vraiment un claim. Bon, il y a une modification, on appelle ça un change. Et alors, pour les mentalités françaises, il y a un vrai changement. C'est-à-dire que quand vous discutez avec des anglo-saxons et que vous leur demandez, moi je l'ai fait, j'ai demandé combien vous avez de claims sur vos contrats. Ils m'ont répondu, ah bah moi sur mon contrat j'ai 400 variation orders. Ils ne parlent pas de claim, ils parlent de variation, ils parlent d'évolution, ils parlent de changement. Alors un coup c'est plus, un coup c'est moins. D'accord? Donc il faut sortir de cette logique, de l'approche rigoriste du claim, de dire mon objectif c'est de claimer le client. Ah, le claim c'est pas bien, et le client il est pas sympa. Moi je vais y aller. Et quand on est client, il faut sortir de cette logique de dire dès qu'il met le pied en dehors de la ligne, je vais l'allumer. D'accord? On est vraiment dans un monde collaboratif. L'organisation de la transparence. Et oui, pour communiquer. La communication doit être transparente. Alors évidemment, on ne va pas tout dire. La transparence ne veut pas tout dire. La transparence, ça veut dire bah, je pressens qu'on va être un peu en retard, je préviens le client. J'attends pas le jour de la livraison qui m'appelle pour dire au fait, ils sont où vos produits? Ils ne sont pas dans mon atelier. Ah oui, c'est-à-dire que en fait, effectivement, il se pourrait que je sois un peu en retard. Donc on prévient, on communique, d'accord? De même, le client qui a eu un décalage dans ses programmes, dans ses livraisons, va communiquer avec ses fournisseurs. On est dans une logique vraiment coopérative. La transversalité de la gouvernance. Ça veut dire quoi ça, la transversalité de la gouvernance? Encore une fois, on est limite dans le partenariat. Hein. Il y a des études qui ont été faites, hein, des sociétés qui ont essayé de faire des alliances dans le monde business. Alors le truc qui marche bien, qu'on cite en général, c'est les moteurs d'avion. D'accord? Ça marche super bien. Bon là, ils sont en train de développer le LEAP, visiblement ça se passe bien aussi. Mais c'est un modèle où la gouvernance est transversale, elle est partagée. D'accord? On n'a pas une tête qui décide et des jambes qui exécutent. On a un mélange des genres. Et donc, on a les fournisseurs qui sont impliqués dans les décisions, quitte à aller jusqu'à parler d'alliés. D'accord? Le but ultime, ça pourrait être ça, de dire finalement, on n'est plus client-fournisseur, mais on est partenaire. On va se partager les parts du gâteau à la fin et on va travailler de concert pour arriver à tout ça. Ça veut dire qu'on décide ensemble. Et ça nécessite énormément de confiance. On parlait de transparence juste avant, mais on est beaucoup sur la confiance. La sortie consensuelle du contrat. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir évoquer? Eh bien, tout simplement qu'à un moment donné, le contrat, il faut l'arrêter. Ouais, je sais, c'est dur à dire, mais parfois les projets, il vaut mieux les arrêter plutôt que les continuer. Alors vous allez me dire, ouais, mais si Renault, ils avaient arrêté la R5, qui est le cas d'école cité par moi-même d'ailleurs, mais tout le temps. Ouais, on n'aurait pas eu la R5, la Super 5, le machin, le truc, le bidule. Ouais, d'accord. Mais quand même, parfois, ça fait partie du job aussi de dire, les gars, on va dans le mur, il vaut mieux tout arrêter maintenant, quitte à tout revoir, et prévoir ensemble comment on sort grandi de tout cela.
Hein, l'idée, c'est pas on a planté notre projet, on a planté notre client, on n'a pas pu le livrer, le client il va plus nous recommander, parce que finalement l'échec devient collectif. Un échec collectif. Mais ça veut dire aussi que la réussite est collective. Donc c'est pas vraiment un échec. On va grandir, on va apprendre, sachant que l'objectif évidemment c'est de rester flexible et d'évoluer. Alors à la fin du projet, on va peut-être se dire mais c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. Est-ce que c'est grave? C'est grave, docteur? Non, si ça correspond à ce dont on a besoin aujourd'hui. Il faut garder cette possibilité de se dire bah, finalement on va sortir du cadre qu'on avait défini au début. C'est ce que disait Grégory très bien tout à l'heure. Le contrat, du moment qu'il est signé, il existe, il doit vivre, il doit évoluer. Le contrat parfait, je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais vu. Un jour, on m'a expliqué, responsable des ventes me dit, bah, tel projet, on savait qu'il y avait de l'amiante à tel endroit, on a blindé le truc contractuellement, aucun souci, on est propre. 3 semaines après, je vois le chef de projet, et il me dit, tu sais pas, on a trouvé de l'amiante là où il n'y aurait pas dû y en avoir. Bah, c'est pas prévu au contrat, comment on va gérer ce cadre-là. Et bien donc il faut rester agile, parce que le contrat ne peut pas être parfait, ça n'existe pas. Sauf si vous le rédigez à la fin du projet, mais du coup, il a un intérêt, somme toute, très limité. On passe à la suite? Volontiers, Maître, merci. à vous. Merci. Eh ben, la transition est toute trouvée. Du coup, effectivement, moi, je suis avocat. Et, le contrat n'est jamais parfait. On parlait des humains qui sont au centre de ces projets. Et je crois que les humains qui sont au centre de ces projets ne sont pas parfaits non plus. Et le projet parfait n'existe pas. Alors moi, je suis l'associé du cabinet Atalex, dédié au droit du numérique. Pour me présenter rapidement, merci. J'ai commencé ma carrière dans les cabinets d'affaires français autour du droit de l'informatique et des nouvelles technologies. Et pendant les 10 premières années de ma carrière, je n'ai fait que du contentieux. Alors j'avais un petit peu moins de confiance dans la capacité à l'humain à être transparent, collaboratif, adaptable, souple. Et j'ai vu beaucoup de discussions où les humains qui étaient autour de la table n'avaient pas envie de coopérer, s'en voulaient, n'avaient pas réglé leurs problèmes. Et du coup, le contrat était un outil qui leur servait à trouver un accord plus ou moins, ou alors un effet de rupture, le recours à un tiers. En l'occurrence, c'est un expert en informatique qui vient dire « vous êtes dans une impasse, pardon, à qui la faute ?» Car la question de « à qui la faute » conditionne qui paye le prix de la casse. Donc il est des cas dans lesquels il vaut mieux s'arrêter plutôt que de prendre le mur, et il est des cas dans lesquels il vaut mieux trouver un accord financier pour finir lorsque c'est possible. Après ces 10 ans, j'ai trouvé intéressant d'aller effectivement vers l'accompagnement juridique des grands projets informatiques. Et j'ai fait à cette occasion-là des opérations basées sur les contrats non agiles, les contrats selon les méthodes waterfall, et puis des contrats basés sur les méthodes agiles. Alors je vais dire un mot de définition à ce stade. Il n'existe pas à proprement parler de contrat agile. Nous, les professionnels du droit, on a bien conscience que le contrat n'est que l'accessoire de votre projet et on vous fait le contrat que vous voulez. On dit que le contrat est agile parce que ça veut dire que dans ce projet informatique-là, les équipes ont choisi une méthode agile, une des méthodes agiles, en vue d'aboutir à un résultat qu'elles n'ont pas encore déterminé. Elles ont une vision. Et moi, je fais le contrat qui correspond à ça. Il est des cas dans lesquels on ne peut pas faire de contrat agile parce qu'on n'est pas sur une méthode agile. Donc la vraie question, ce n'est pas tellement quel contrat je veux, c'est quels sont les critères qui me conduisent à choisir un projet en méthode agile plutôt qu'un projet en méthode waterfall. Si je vais en méthode agile, j'ai une appréhension des risques qui est différente et on va me demander de rédiger un contrat qui est différent. Si je suis en méthode waterfall, et comme vous le faisiez observer tout à l'heure en posant des questions, l'agile, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas tant que ça de projets qui sont totalement agiles. C'est depuis quelques années, ça vient. Et donc, il y a des projets qui ne le sont pas. Et à ce moment-là, on reste sur des contrats dits classiques qui correspondent du coup à ces méthodes-là. Donc après, une brève introduction, parce que je rejoins votre constat qui consiste à dire qu'il y a une insuffisance des modes de gestion classiques. Je vais vous parler des apports de la méthode agile vue par le juriste, qui, lui, va essayer d'appréhender ces éléments-là au regard du contrat, avec à l'esprit
que le contrat n'est que l'accessoire de votre projet, c'est qu'une brique parmi d'autres, et ce n'est pas ça, et personne présente un contrat de cette manière-là, qui va garantir la réussite d'un projet. Donc le cadre juridique, grosso modo, des contrats agiles, pour que vous ayez les grandes notions de ce que ça a impliqué comme nouvelle réflexion chez nous, les avocats et les juristes, le recours à ces méthodes dites agiles. Il a donc fallu que l'on se penche sur une définition précisément de ce que vous disiez, Grégory, de la flexibilité dans les contrats qu'on appelle agiles, et de savoir comment nous, on était capables de les appréhender, de les décrire et de trouver des règles de résolution des différends qui ne soient pas génératrices de difficultés, mais qui facilitent leur résolution. Je crois que là, on dit la même chose. Et enfin, on se demande quelle était l'adaptation à mettre en place dans les obligations des parties qui résultent de l'application de ces méthodes agiles, car un professionnel du droit va raisonner en termes d'obligations. Je ne sais pas faire autrement à ce stade-là, compte tenu du code civil dont je dispose, que de vous dire je suis soit créancier d'une obligation, soit débiteur d'une obligation, soit co-débiteur d'une obligation. Quand on me dit travail collaboratif, c'est qu'on le fait ensemble. Si ça échoue, moi j'ai mon réflexe de dire parfois à qui la faute. S'il ne faut pas dire à qui la faute, les parties s'entendent sur une répartition des conséquences de cet échec. Donc en effet, l'insuffisance des méthodes de gestion classiques sont basées sur quelque chose que nous, on appréhende de manière séquentielle, qui est au plan du contrat, eh bien, je vais exiger de mon client qu'il ait un cahier des charges et je vais avoir une annexe cahier des charges dans mon contrat et je vais spécifier, parce qu'il le souhaite, que c'est ça mon référentiel contractuel de conformité, qui correspond à un périmètre technique, financier, donc une charge de travail, laquelle me permet de déterminer un prix et d'exécuter ce travail dans le cadre d'un calendrier. Lorsqu'il y a des difficultés dans les méthodes non agiles, il est évident qu'on peut renégocier. Il y a des clauses qui prévoient qu'on renégocie, mais ça reste l'exception, car on n'invite pas les parties à venir renégocier. Dans les contrats non agiles, effectivement, on se dit on va figer le cadre existant, et puis plus tard, on comparera le cadre de la commande avec ce qui a été réalisé. Et il est vrai qu'il y a ce que j'appelle, moi, des effets tunnels. C'est-à-dire que entre le moment où je commence à travailler et le moment où je vous sors des livrables, eh bien, c'est plus les mêmes équipes qui sont en place. On a en partie redéfini les métiers, les besoins ont évolué et j'ai une difficulté opérationnelle. Un exemple de contrat jugé trop strict qui expliquait l'échec d'un projet, c'est cette fameuse affaire IBM contre Maïf, où effectivement, là, vous trouvez une décision de jurisprudence qui considère que le cadre contractuel trop rigide d'un contrat non agile explique l'échec du projet et l'attitude du prestataire à empêcher la renégociation de ce cadre. Car il est des cas dans lesquels les contrats sont si rigoureux que les parties passent plus de temps à documenter le risque qu'elles embarquent avec un contrat trop contraignant plutôt qu'à faire le projet. Ça, c'est un vrai problème parce que, à un moment donné, le pilotage et la documentation que cela génère devient si importante qu'on s'y perd, même quand on est attentif aux collectes de preuves, car nous, on prend ces documents-là pour savoir ce qui s'est passé. Donc les méthodes agiles, effectivement, le projet est découpé en plus petites itérations, en sprint. Et j'apprécie le schéma que j'ai vu tout à l'heure où on a la méthode en V sur toute une longueur d'un projet, et puis ensuite, pour un sprint, des petits V, et c'est autant de briques qui se suivent avec une méthode, c'est incrémental, mais finalement, on reproduit à une plus petite échelle comme des modules. On va fabriquer un mur, non pas avec du préfabriqué où le mur arrive, il est tout fabriqué, mais on fait des petites briques, et puis si vous voulez changer une fenêtre, on peut le faire, parce que comme on l'agglomère de manière souple, et à la dernière minute, on peut les positionner ailleurs. C'est ça que j'en ai retenu et compris. J'ai retenu et compris également qu'on définit tout de même un périmètre fonctionnel de base qui est dans un backlog et que moi, en tant que professionnel du droit, je vais devoir donner un statut juridique à ça. Ça va évoluer. Il y a le backlog initial, puis celui qui est validé par les parties, et puis ce périmètre évolue. Avec la possibilité d'interrompre le projet sans le corrompre, c'est la phrase qui est usuellement utilisée pour dire « je peux interrompre le projet si ça ne va plus ». Il vaut mieux sortir que continuer d'œuvrer à l'échec d'un projet. Et je partage cette analyse également et il m'est déjà arrivé de conseiller mes clients en les invitant à aller vers la rupture des relations contractuelles, mais avec une anticipation en termes de responsabilité civile professionnelle, car quand un projet a échoué, il n'est pas si collaboratif que ça lorsqu'on regarde qui paye le prix.
Parce que les parties collaborent à la réussite du projet, mais il n'y en a qu'un qui paye le prix sur les deux. Et donc, c'est pas facile de dire restituez-moi le prix que j'ai payé quand le prestataire dit non, je garde l'argent parce que c'est vous qui n'avez pas assez collaboré. Et du coup, on vient me voir et on me dit j'ai un problème parce que je n'arrive pas à me faire rembourser et quels sont les éléments de preuve à prendre dans ce projet pour montrer que je pourrais récupérer une partie de mon argent. Et c'est là que les difficultés complexes viennent. Et c'est là aussi qu'il y a des solutions qui sont possibles, et notamment l'évaluation par un tiers. Je partage cette analyse. C'est une des clauses que j'insère dans les contrats que je prépare habituellement, c'est-à-dire d'avoir recours à un expert en informatique, par exemple, ou un médiateur qui est inscrit sur les listes tenues par les cours d'appel. Donc attention à l'emploi de ce terme. Prenez un expert qui est inscrit sur une liste tenue par la cour d'appel ou une liste nationale, donc il sera agréé par la cour de cassation. Et dans ce cas-là, vous lui demandez, dans le cadre du process du règlement du litige, de singer en quelque sorte la procédure d'expertise contradictoire judiciaire et donner son avis sur les difficultés rencontrées par les parties, l'origine des difficultés, et est-ce que le reste à faire est faisable, oui, non, si oui, à quel prix et selon quelle modalité. Et ça peut aider les parties à recadrer les choses et notamment objectiver l'analyse de la situation. L'apport de la méthodologie agile, c'est que, en effet, si je signe et que je conclue un contrat au début des prestations, avec des conditions juridiques qui vont être énoncées très précisément, car le contrat agile, comme la méthode est relativement complexe, le contrat agile n'est pas un contrat plus simple que les autres, simplement il intègre la variabilité du dispositif opérationnel qui permet d'atteindre la cible. C'est ça du coup l'enjeu pour nous les professionnels du droit. Et c'est d'être en capacité d'épouser cette souplesse et cette flexibilité et de tenir compte quand même des risques que les parties ont pris et des anticipations financières qu'elles ont pour le cas où ça se passe mal. On a des annexes, effectivement, vous parliez tout à l'heure de 917 annexes, et je rejoins aussi cette analyse qui consiste à dire c'est ingérable, il faut que le document contractuel soit gérable. Et puis, comme je le dirais tout à l'heure, quand vous signez un contrat, ça emporte forcément l'application de la totalité des règles de droit qui sont comprises dans les usages. Les usages sont source de droit en France. Les normes AFNOR, c'est un état de l'art. Donc il n'est pas besoin de mettre toutes les normes et tous les référentiels que les parties sont supposées connaître en annexe des contrats. Il faut simplement, c'est pour ça qu'on a des clauses, vous savez, à la fin de bonne foi, par sécurité, les gens préfèrent le dire. Moi, j'ai vu des litiges, pour vous donner un exemple, hein, pour illustrer mon propos, par exemple, qui viennent sur l'application des règles comptables. J'ai un progiciel qui doit être un progiciel intégré, et il y a un module de comptabilité, et je me plains du fait que le progiciel ne respecte pas l'ensemble des règles comptables françaises. Et toutes les règles comptables ne sont pas énoncées de manière si transparente que ça, et là j'ai eu une difficulté. Qu'est-ce que c'est qu'un logiciel intégré aussi? Dans ce même dossier qui part en expertise judiciaire, c'est quoi être intégré pour un logiciel? Et là, du coup, ce n'est pas une question de méthode de pilotage de projet pour l'implémenter. C'est moi, juridiquement, comment est-ce que je vais dire qu'il est intégré ou pas? Et s'il n'est pas intégré, il ne sert à rien à mon client, dit-il. Alors, il est en droit de s'en débarrasser ou pas? Il y a des normes pour l'intégration, pour qualifier l'intégration au niveau des phases de conceptualisation. Et puis, les engagements sont précisés quand même dans la méthode agile. Et c'est ça qui est important. Et nous, on est attentifs à ça parce qu'on a besoin quand même, à un moment donné, que quelqu'un dise qui va faire quoi. Et là, du coup, je n'ai pas tellement de solutions. J'ai réfléchi à ce sujet-là. Dans la détermination des engagements réciproques, on est dans ce qu'on appelle, je me fais un peu plaisir, hein, pardonnez-moi, un contrat synallagmatique. Voilà, c'est dit. Je voulais le sortir ce soir. Un contrat synallagmatique, c'est celui qui fait qu'il y a des obligations réciproques de part et d'autre. Par exemple, je paye le prix et j'ai la baguette de pain. Donc, le paiement du prix et le corollaire de l'obligation de payer le prix, c'est la fourniture de la baguette. Donc, il y a des obligations qui s'expliquent que parce que l'autre a aussi des obligations. Il faut bien les répartir, ces obligations-là. Et à un moment donné, on ne peut pas, dans le flou, savoir si le travail qui a été commandé a été fait. Et donc, c'est là où moi, je suis à l'aise avec cette phase-là qui consiste, après une phase de cadrage, à énoncer plus finement, plus précisément le qui fait quoi, modulo une part d'incertitude acceptée par le client à ce titre-là, parce qu'on n'est pas dans un contrat classique avec un RACI habituel, un tableau de répartition des tâches.
le client, pour des raisons qui le regardent, parce que ça va plus vite, parce que ça coûte moins cher, parce que c'est plus facile, parce qu'il ne sait pas ce qu'il veut, a accepté de partager une partie du risque de la réussite du projet. Et donc, il faut l'énoncer. Et moi, mon boulot, c'est de le reprendre à cet endroit-là. Alors, il n'existe pas de classification juridique spécifique au contrat agile. Le contrat agile, ce n'est pas un contrat nommé dans le code civil. Comme le bail, le prêt, tout ça, ce sont des contrats nommés par la réglementation, par le code civil. C'est un contrat de service, c'est un contrat de louage d'ouvrage. Donc le contrat agile et le contrat non agile, ils ont la même nature juridique. Le sujet, c'est est-ce que, oui ou non, je dois me mettre en méthode agile. C'est ça, c'est le cœur de sujet. Et accessoirement, évidemment, le contrat doit suivre. Faire un projet en méthode agile avec un contrat non agile, c'est forcément aller au-devant de difficultés sérieuses. Donc le droit applicable, c'est le droit commun des contrats. Alors j'ai mis de manière subsidiaire parce que ça emporte application des règles du droit civil. Puis il y a les règles dites supplétives de volonté, vous pouvez déroger. Et la méthode agile, c'est vous qui la spécifiez. Il y a le manifeste agile, il y a plusieurs méthodes agiles. Et vous pouvez choisir celle qui vous convient le mieux avec la personne qui va vous aider dans ce projet. Parfois, on trouve des dispositions relatives à la cession du droit d'auteur parce que on a des catégories juridiques quand même. Et si on a collaboré ensemble à la programmation d'un logiciel, il appartient à qui? Si on a collaboré ensemble à part égale à la réalisation du logiciel et qu'on n'a pas dit qui fait quoi, on a dit on collabore, c'est une œuvre de copropriété. Alors, et du coup, il peut appartenir à celui sous le nom de laquelle il est publié ou on le définit par avance. Mais si le client n'a fait qu'exprimer des besoins et valider des spécifications, ça c'est pas créatif de droit d'auteur. Donc si j'arrive à savoir ça, j'arrive à savoir dans le patrimoine de qui sont nés les droits d'auteur. Alors il est clair que rédiger un cahier des charges, ça donne des droits d'auteur sur le cahier des charges, parce que c'est une œuvre de l'esprit, pas sur le logiciel. Des spécifications peuvent être également protégées au titre du droit d'auteur, à condition qu'elles soient original également. Et puis il y a le droit, donc, logiquement, des créations salariées dans le domaine de l'informatique. Voilà. Alors, donc, l'intégration des paramètres évolutifs du contrat, je vous le disais, c'est ça qui est l'essentiel du sujet au plan juridique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir des fautes qui sont reprochées à l'un ou l'autre des co-contractants. Et ça arrive régulièrement. Hein. Il y a beaucoup de projets qui connaissent des difficultés. Malheureusement, moi, je vois cela plus que le contract management des projets qui n'en connaissent pas. Donc on les accompagne en amont et puis ensuite on voit revenir ceux pour lesquels il y a besoin de cadrage. Et donc du coup les parties nous demandent quand même de contrôler leurs risques financiers en négociant des clauses limitatives de responsabilité qui permettent de réduire ce risque. Parce que le contrat, et c'est ça l'important de cette présentation, enfin de cette page-là, c'est la loi des parties. Alors, c'est la loi des parties pour quelle raison? Parce que c'est l'obligation de respecter la parole donnée. Alors, je me souviens d'une conférence à laquelle j'avais participé au Sénat où il y avait un économiste qui me disait « Mais vous voyez, quand on rédige le contrat, c'est qu'on n'est déjà plus dans la confiance. Le contrat, c'est la défiance. Le contrat, c'est que j'anticipe ce que vous allez mal faire et je veux savoir du coup comment je vais me comporter par rapport à ce que vous allez mal faire. » Et je me souviens de lui avoir dit « Mais moi, j'ai confiance en vous. Il n'y a pas de problème et on va être transparent et collaboratif. Mais si je veux réaliser une centrale nucléaire et qu'on est plus deux, qu'on est 100, 5000, 10 000 et qu'à un moment donné, il faut que vous me fournissiez des pièces usinées selon un délai très précis avec des spécifications très précises, je serai obligé de l'écrire, je ne me rappellerai jamais. Et ça commence par là, le contrat. C'est aussi le sens de l'organisation. Donc un bon contrat, c'est un contrat qui reprend l'organisation que vous avez choisie et qui a deux objectifs principaux. C'est toujours ce que je dis au début de la réunion de kick-off meeting de la partie juridique du projet. C'est fait pour obtenir ce que vous voulez. Il y a la notion de vision et il faut l'expliquer, ce que vous voulez. Car bien souvent, on me dit ah ben oui, on a fait l'acquisition d'un nouveau logiciel de maintenance des autobus parce que l'ancien logiciel était obsolète.
Alors, tous les logiciels sont assez vite obsolètes. Aujourd'hui, j'ai du mal à appréhender. Donc, il était ancien, pas facile à maintenir, pas évolutif, programmé dans un langage de programmation plus compatible avec les autres applications. Je ne sais pas, mais il est obsolète. Est-ce que ça, c'est un critère de décision pour acheter un outil et prendre une part de risque, je dis à mon client? Est-ce qu'il n'y a pas un retour sur investissement qui peut être qualifié autrement? Est-ce qu'il n'y a pas le bénéfice de la nouvelle solution ou une vision qui peut commencer à s'élaborer conjointement avec le prestataire pour aller vers la rédaction d'un contrat agile? C'est-à-dire, moi, je suis capable d'appréhender avec ça, le centre du sujet, c'est ce que vous voulez obtenir. Et comme le contrat, on l'a vu tout à l'heure, c'est la loi des parties, mon job, c'est de rédiger un contrat qui vous fait focuser sur ce que vous voulez obtenir. Mais tout autour de ça, il y a ce que vous voulez éviter, dont vous avez une représentation, donc c'est la gestion de votre risque, plus ou moins précise, que je viens souvent compléter par des exemples de jurisprudence que je vous donne sur des litiges comme le litige IBM et comme d'autres litiges, où je vous dis, voilà l'état des litiges informatiques qu'il y a en France depuis les 10 dernières années et les décisions qui sortent. Et ça éclaire sur quels sont les arbitrages que je vais faire par anticipation pour la partie des dysfonctionnements des projets et quels sont mes risques. Donc on retrouve la définition des besoins du client, pardonnez-moi pour cette digression, mais des fois j'aime bien expliquer l'ensemble du raisonnement, des fois ça facilite quand même cette notion de le contrat, c'est la loi des parties. Ce n'est pas qu'une maxime, il y a du sens derrière. La définition des besoins du client dans le backlog, eh bien là du coup pour moi ça va être ça le référentiel contractuel de conformité, c'est-à-dire finalement au lieu d'avoir une recette unitaire, des recettes d'intégration, une vérification de services réguliers dans les contrats classiques, là je vais avoir cette notion de donne, c'est-à-dire des petits bouts de projet qui sont achevés après avoir été spécifiés ensemble. Je vais quand même devoir à un moment donné dire il y a des petites commandes et des petites recettes sprint par sprint. Donc il faudra que j'ai une clause qui me permette d'encadrer ce cheminement-là. De même qu'il faudra, je pense, prévoir la durée des itérations parce que il faut traduire juridiquement cette notion de courte itération et puis le nombre que j'en veux. Bien souvent, quand un projet démarre et quelqu'un qui est côté client, parce que du coup un avocat il intervient côté professionnel de l'informatique et on conseille des intégrateurs, des éditeurs, des consultants, des pilotes de projet et aussi on conseille des grands utilisateurs, des banques, des assurances, des industriels, des logisticiens, etc. Et quand on vient me voir, l'un des risques qu'on a en tête, c'est j'ai un budget limité et j'ai un temps limité. Donc, il faudra quand même faire en sorte que ça ne coûte pas tellement plus cher que prévu et ça ne dure pas tellement plus longtemps que prévu. Et c'est là où et on en parlera tout à l'heure dans le débat qui va s'instaurer, c'est là où moi je suis un tout petit peu hésitant sur la façon de définir les choses parce que dans un contrat agile, c'est moins facile, je trouve, de maîtriser cet aspect-là, cet aléa-là. Et j'ai le sentiment, et pourtant j'en ai fait des contrats agiles, que c'est pas toujours évident, les parties sont pas sur un pied d'égalité, le client il maîtrise pas le dispositif technique, il le maîtrise en tout cas moins bien, donc il a la charge de la preuve. Vous savez, cette notion qui fait que quand vous prétendez quelque chose, si vous n'en apportez pas la preuve, vous avez le risque du doute qui pèse sur vous, donc vous serez débouté. Et là, on raisonne un petit peu autrement. Ça arrive d'avoir des difficultés et à ce moment-là, la charge de la preuve. Donc, on est obligé de se dire, si on sort du contrat quand ça ne va plus, tout simplement, et là, je vous livre cette réflexion pour qu'on en débatte, on n'est peut-être pas sur un pied d'égalité. Alors, je prends un exemple aberrant, pardonnez-moi, mais si je prends un avion pour aller au Maroc et puis je ne suis pas d'accord avec les turbulences, il y a un moteur qui est tombé en panne, mon siège est pourri, etc. Je dis, bon, écoutez, vous arrêtez, on revient en France. J'aurais perdu quand même du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. Je ne sais pas si ce que j'ai fait comme trajet m'est utile. Il faudra peut-être, dans le process d'analyse, du règlement de ce litige-là, savoir quelle est la valeur de ce qui a été fait, dans quelle proportion c'est réutilisable. Je soumets cette réflexion. Donc voilà la fin de l'effet tunnel. C'est à mon avis un des aspects importants des méthodes agiles. C'est-à-dire dans les méthodes anciennes et qui ont donné lieu à beaucoup de contentieux. J'approuve la venue de la méthode agile parce que quand j'ai fait 10 ans de contentieux, c'est que sur des contrats non agiles. Parce qu'il est vrai que dans la totalité des cas, les clients expriment mal leurs besoins et dans la totalité des cas, les besoins ont évolué.
et que les méthodes non agiles mettent 1 an et demi plus tard des équipes de recettes face à des spécifications contractuelles que les équipes de recettes n'avaient pas validées. Ce n'est pas les mêmes équipes, elles n'étaient pas d'accord. Et puis de toute façon, maintenant, on travaille autrement parce qu'entre-temps, on a fait d'autres choses. Dans tous les cas, ça se produit comme ça, quasiment. Donc cette fin d'effet tunnel permet du coup d'avoir un prix forfaitaire, parce qu'il faut arriver tout de même à déterminer un prix. Il peut tout de même être forfaitaire dans les contrats agiles. Il y a des cas dans lesquels c'est possible pour un périmètre déterminé et qu'on valide plus tard. Donc souvent, ça se fait en 2 temps. C'est un peu comme les contrats non agiles. On a trouvé finalement cette étude de cadrage ou gap analysis où on valide le périmètre fonctionnel et sur lequel on a fait le prix au bout de 3 mois d'études. Voilà par exemple une clause de prix classique. Alors du coup, elles sont très courtes dans les contrats classiques. Le prix est ferme, forfaitaire et définitif. Donc, parce que quand vous avez négocié ça sur un client qui a été extrêmement rigide, vous savez qu'il va y avoir des problèmes. Donc moi du coup, je leur dis attention, ça vous avez l'impression que vous êtes sécurisé, c'est pas toujours le cas. Parce que finalement, le tableau de répartition des tâches, on n'a jamais vu un projet qui atterrit à la fin avec le même tableau que celui qu'il avait au début. Donc, vous croyez que vous êtes sécurisé, mais il y a des clients qui le veulent quand même. Parce qu'ils pensent qu'ils sont dans la... Et ça, c'est une question de mentalité. Dans la négociation qu'ils auront plus tard, avec un rapport de force favorable s'ils ont cette clause-là. Et qui donc, ils vont faire venir à la table de négo leurs co-contractants en leur disant « Vous me devez tout le projet pour le prix convenu. » Alors le prestataire dit « Ouais, mais il ne vous sert à rien le projet, donc vous avez changé d'avis. C'est pas grave, juridiquement, je peux vous le demander. » Ah mais on va tous perdre du temps et de l'argent, je sais, mais je peux vous le demander. Donc ça, c'est quelque chose qui a un effet catastrophique sur la qualité des relations et la réussite des projets. Voilà. Alors qu'en contrat agile, on a des clauses plus souples qui permettent de définir le prix avec des parties sécurisantes et des parties plus évolutives. N'empêche qu'on est toujours en mode transactionnel parce que là, on revient à la négociation, si je puis dire. Vous le disiez, il y a une répartition des risques, du coup. Donc, il y a l'aléa pour le prestataire, c'est le corollaire de l'absence d'engagement global. Parce qu'il était content aussi quand il a un prestataire, un prix forfaitaire global pour un projet, eh bien, il rentre à la maison après son travail en avant-vente en disant j'ai vendu un projet à 30 millions, yes. Et je ne sais pas quel est le taux de marge sur un projet à 30 millions. Si ce n'est pas une belle marge, ce n'est pas forcément une réussite. Là, du coup, eh bien, on est moins avec j'ai vendu un projet à 30 millions, j'ai vendu le début d'un projet jusqu'à un certain niveau à temps. Et puis, petit à petit, peut-être on ira plus loin, peut-être on n'ira pas plus loin, on verra. On va accompagner le client pendant un temps que l'on va déterminer ensemble. Une petite parenthèse à ce stade, et j'aimerais bien aussi qu'on débatte de ce point-là. Dans la conception classique juridique des contrats, il y a une date de fin. Le contrat de louage d'ouvrage, le contrat de service, il y a cette notion juridique qui est l'achèvement et qui se produit au moment de la recette. J'ai du mal à savoir si j'ai un contrat sans date de fin, un contrat avec une date de fin par défaut, ou un contrat avec une date de fin qu'on terminera après. Parce que les itérations que l'on a vues tout à l'heure, les sprints en méthode agile, si je me lance et que je n'ai pas défini au début le nombre de sprints, je peux en avoir autant que je souhaite en avoir. Et du coup, ça s'arrête quand ? Alors, on peut décider plus tard quand ça s'arrête. Mais du coup, pour caractériser juridiquement l'achèvement de la prestation, quelle que soit la méthode de pilotage de projet que vous retenez, il me faut une recette qui oblige la maîtrise d'ouvrage à dire si oui ou non ce qu'on a livré est conforme à ce qu'elle a commandé, que ce soit la dernière recette du dernier sprint après toutes les itérations. Mais il faut qu'il y en ait une qui dise c'est la fin et qu'on ait décidé très tard si c'est la fin ou pas. Mais il me faut ça. Et ça rend le client, maître d'ouvrage, débiteur de l'obligation de payer le solde du prix. Et normalement, c'est comme ça que les projets s'arrêtent. Voilà. Donc, dans la fin de contrat classique, vous voyez, j'ai anticipé un peu sur ma slide d'après, on compare ce qu'on a réalisé par rapport aux spécifications, alors que dans une fin de contrat agile, on a une vision qui est une ligne directrice du projet, un périmètre fonctionnel qui a varié dans le temps, qui est modulable, et de sorte que si on peut l'arrêter quand on veut et sortir quand on le souhaite également.
Voilà. Le contrat classique, eh bien, encore une fois, pour comparer les clauses, il faut que je prononce la recette par rapport à un référentiel préétabli. Dans le contrat agile, il y a cette notion de donne qui me permet de prononcer des recettes successives en l'absence de référentiel préétabli. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure au début, la vraie question, ce n'est pas les contrats pour le contrat. La vraie question, c'est quand est-ce que je vais utiliser la méthode agile ou pas? Est-ce que dans mon cas, il vaut mieux que j'utilise une méthode agile ou pas, qui est peut-être un contrat d'études? Quelle méthode agile? Vous disiez, il y en a plusieurs, c'est vrai. Donc, il y a des méthodes agiles, il faut choisir celle qui vous convient. Et là, je pense qu'il faut être accompagné. Et du coup, en conséquence de cela, il faut effectivement rédiger un contrat qui n'est pas un contrat standard, car je le répète, si les mots ont un sens, la question, ce n'est pas d'avoir un contrat ou de ne pas avoir de contrat, c'est qu'est-ce qu'il y a dans votre contrat. D'ailleurs, vous êtes tous contract managers, je crois, ou en tout cas un certain nombre d'entre vous le sont. C'est ça qui fait la différence. Rapidement, puisque le temps a passé et j'étais assez bavard, pardonnez-moi, je vais terminer sur l'adaptation des obligations induites par l'utilisation de la méthode agile. Donc, on sait que dans la méthode agile, on a un renforcement de l'obligation de collaboration. C'est ça qui me pose, vous savez, des problèmes de responsabilité et de propriété intellectuelle. Et donc, à chaque fois qu'un client nous consulte pour rédiger un contrat en méthode agile, je veux savoir si oui ou non, je dois analyser plus finement qui a fait quoi pour, en cas de difficulté, pouvoir l'imputer à quelqu'un. Sachez que c'est comme ça que raisonne un juriste. Si vous ne voulez pas, en tant que client, que l'on impute au prestataire la responsabilité d'une difficulté et qu'on ne raisonne plus même en termes de responsabilité, eh bien, il faudra des règles autres. Et il y a sûrement là, du coup, un mode opératoire. Effectivement, dans d'autres pays européens, on fait mieux. Mais il y a des règles, comme dans l'infogérance, finalement, il y a des règles avec des bonus, malus, des variations de périmètre qui permettent de faire du transactionnel en permanence et de modifier le périmètre du projet de sorte qu'on n'est pas en situation d'échec. Voilà. Et dans la méthode classique, je l'ai dit tout à l'heure, il y a des spécificités, comment dire, avec une comparaison des offres que l'on a reçues et enfin un référentiel contractuel qui est figé. Et on dit, je veux tout ça et rien que ça pour le prix convenu, point. Alors, dans beaucoup de cas, ça nous arrange dans le contrat de vente. Moi, quand j'achète un bien mobilier corporel, par exemple une voiture, bah oui, je veux tout ça et pour le prix convenu, je n'ai pas envie d'aller à la renégo. Mais quand on ne sait pas ce qu'on veut, tout à fait, ou qu'on n'en sait qu'une partie ou qu'on a simplement une vision, eh bien, il faut travailler là-dessus. Avec cette notion de redistribution des responsabilités, qu'il convient également d'avoir à l'esprit au niveau de l'obligation de conseil. Car je crois, vous l'avez dit tout à l'heure, le contrat agile, le projet en méthode agile se caractérise par le dialogue. C'est l'humain qui est au cœur du sujet. Donc la question, c'est la collaboration. Et la question de la collaboration, c'est quand je collabore, est-ce que je m'exprime bien par rapport à ma demande? Est-ce que vous exercez bien votre obligation de conseil, bien votre obligation de mise en garde? Est-ce que de manière éclairée, je peux prendre les choix qui sont les miens? Et si j'ai un doute là-dessus, comment est-ce que je le prouve? Et la preuve se rapportera essentiellement par écrit ou par témoignage. Donc il faut anticiper ça dans les méthodes de management des projets agiles pour savoir si on va obtenir satisfaction ou pas, et ça dépend des humains, et c'est moins facile à écrire quand ça dépend des humains, et plus complexe que quand c'est binaire, si je puis dire. Je vais prendre l'exemple de l'accident qu'il y a eu, là, il y a une Volvo sans pilote et qui a tué un piéton et un cycliste et puis une Tesla récemment. Donc ça fait 2 accidents et pendant ce temps-là, les humains, ils ont tué des centaines de personnes, on n'en parle pas, en accident de la route. Mais là, il y en a eu 2 qui ont été tués sur une période de temps et on parle que de ça. Donc la complexité qui nous caractérise et l'économie, elle est faite par l'humain pour l'humain, ben, c'est aussi la difficulté parfois de rédiger des clauses qui correspondent exactement à ce que l'on souhaite. Et puis les relations évoluent, il y a des fois ça va bien, puis des fois ça va mal. Des fois les gens en avant-vente promettent n'importe quoi, et j'en ai vu des dossiers dans lesquels en avant-vente on vous promet n'importe quoi, et puis quand on se retrouve en expertise judiciaire, on s'aperçoit que la moitié de ce qui a été promis n'existait pas, que c'était totalement théorique et que vous avez payé un truc que vous faites réaliser par un professionnel de l'informatique pour la première fois. Vous êtes le client qui essuie les plâtres et on vous l'a bien caché parce qu'il faut bien un premier client pour lancer un produit. Voilà, et bien écoutez, merci de votre écoute et puis allons-y pour les discussions ouvertes.